Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous présentons les drôles de dames et particulièrement Sophie Riboulet, praticienne en régulation émotionnelle et sexologue. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, parle-nous un petit peu de ta pratique. Comment est-ce que tu travailles? Alors, moi, je suis déjà à la base d'où je viens un petit peu. Moi, je suis infirmière à la base depuis bientôt 20 ans, particulièrement intéressée par la relation d'aide. Donc, j'ai fait beaucoup d'accompagnement auprès des personnes. Donc, j'étais plus intéressée par la relation que la technique. Et assez rapidement, du coup, je me suis spécialisée dans différents domaines pour être plus compétente dans le domaine de l'accompagnement. Donc, je me suis formée à l'hypnose thérapeutique par hasard. Et ensuite, j'ai découvert que la spécificité émotionnelle était importante. Et dans l'hypnose, je voyais que je touchais un truc, mais pas précisément. Donc, je me suis formée à l'EFT. Donc, j'ai fait le cursus complet de l'EFT, qui est une méthode de libération émotionnelle. Là, ça m'a fait toucher d'un peu plus près tout ce champ émotionnel, voilà le mot que je cherchais. Et du coup, ça a très très bien complété à l'hypnose. Et du coup, après, je me suis retrouvée avec une problématique où les gens me faisaient part de l'impact sur leur sexualité. Donc, je me suis dit, bon, alors je règle l'émotionnel et maintenant, il y a des choses au niveau de la sexualité qui passent pas bien. Donc, je me suis formée en sexo. Et en fait, moi, tout mon cursus de formation passe vraiment par le corps et j'ai eu la chance quand je cherchais, je voulais faire un diplôme universitaire de sexo, puis ça me parlait pas, c'était trop théorique. Et j'ai découvert la formation de sexo corporel, donc qui est vraiment une approche en lien entre, en fait, leur axe de formation, c'est le lien cerveau-corps, corps-cerveau. Donc, ils parlent de corps implicite et de corps explicite, et qu'en fait, tout ce qui se passe dans notre champ émotionnel a un impact sur le corporel et tout ce qui se passe en corporel a forcément un impact sur le champ émotionnel et les représentations psychiques. Donc en fait, du coup, on se sert beaucoup de ce qui se passe dans le corps, de la posture des gens, de ce qui manifeste au niveau corporel pour les aider à déverrouiller leurs problématiques émotionnelles qui a une répercussion sur leurs problématiques sexuelles. Donc ça m'a mis dans les émotions, mais d'une autre manière. Et dernièrement, parce que c'est encore une fois par hasard, mais je suis tombée en face, je suis tombée sur la régulation émotionnelle, qui là, du coup, a été une révélation pour moi, dans le sens où je me suis dit qu'en fait, la régulation émotionnelle était la base de tout ce que je faisais depuis le départ, mais sans que je puisse la nommer. Et en même temps, du coup, de toucher ça à la fin, j'ai envie de dire, je me suis dit, mais en fait, ce truc-là, c'est là depuis tout le temps et c'est comme si je m'y formais à la fin, sans comprendre au départ que c'est ce qui se passait dans les différentes pratiques. Donc voilà un petit peu mon parcours. Donc je me définis un peu comme une accompagnatrice en émotion et donc avec une spécificité en sexologie. Voilà. Waouh, Un petit super. peu pour mon parcours. Avec toutes ces approches, quelles sont les problématiques que tu traites le plus? Alors, les problématiques, j'ai envie de dire qu'elles sont plutôt floues, bien qu'elles aient toutes un point commun. Enfin, moi, que je détermine, en fait, c'est que j'ai le sentiment d'être une thérapeute d'état d'être. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, quand elles viennent me voir, en fait, elles ont souvent, il y a un truc, je me sens pas bien. Alors après, qu'il y ait une répercussion, que ce soit au niveau de la sexualité, au niveau du travail, au niveau... En fait, ils se sentent pas bien, en fait, ils sont plus alignés. Parce que moi, je dis, c'est comme s'ils étaient plus dedans eux, qu'ils étaient plus alignés. Et en fait, du coup, quand on n'est plus aligné, quand on n'est plus posé dans ses pieds et que ça remonte bien droit jusqu'à la tête, en fait, et ben, on est là, on vacille un petit peu comme ça dans le quotidien, puis on n'est pas bien. Donc ça se répercute d'une manière ou d'une autre, mais on n'est pas bien. Et en fait, j'ai envie de dire, mon job, c'est de dire, OK, on va poser l'état d'être et on va voir ce qu'on peut faire pour un peu, enfin moi je suis très mécano en fait, faut que ce soit très pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelque part, et j'ai vraiment cette image corporelle, c'est qu'est-ce qu'on fait, par où on passe pour que ça se déverrouille et que ça puisse se réaligner et que vous retrouviez votre puissance vitale pour continuer là où vous en étiez, quoi, et faire encore mieux. Voilà, je suis émue en disant ça en plus. Wow. Merci. C'est vraiment ça. Après les spécificités,
Il y en a plein. Souvent, je manque de confiance. En fait, souvent, quand les personnes sont plus tellement dans leur alignement, c'est je manque de confiance, j'arrive plus à avancer. Donc le manque de confiance, ça va être tous les troubles sexuels au niveau de la sexualité. J'ai des troubles d'érection, des troubles d'éjaculation. Les femmes, ça va être le vaginisme. Ça va être des troubles relationnels. Ou alors ça va être des doutes. J'ai plus confiance en moi. Je suis devenue hyper jaloux. Ou je suis très dépendant. Je peux pas être toute seule. Il me faut absolument l'autre. Donc ça se répercute au niveau de la sexualité. Mais pour moi, à la base, c'est la même problématique. Comment tu, symptomatiquement autrement. Oui, Glantine. Comment tu soignes une personne qui est, par exemple, un trouble de la dépendance affective? Un trouble de la dépendance affective, je vais l'accompagner, j'ai envie de dire, ça se manifeste comment concrètement dans votre vie? Je pars tout le temps de là, en fait. La personne, elle vient, que ce soit le trouble là, même dans la dépendance affective. En fait, on se pose et c'est concrètement, ça fait quoi dans votre vie? Comment ça se manifeste dans votre vie? Et en fait, bien souvent, le trouble de la dépendance, en fait, il va y avoir plein de situations très différentes et très singulières derrière. Et je vais partir de la singularité qu'il y a derrière ça. Quand la personne m'a posé son problème, parce que dépendance affective, souvent, ils viennent avec ce qu'ils ont trouvé dans Google. Et en fait, quand la personne, elle se pose dans le fauteuil, il faut déjà voir si c'est une vraie dépendance affective. C'est de quoi on parle quand on parle de dépendance affective. Donc, déjà, de pouvoir poser ça, de dire, OK, concrètement, comment ça se manifeste? Comment se passe votre quotidien? Que ce soit au boulot, avec votre partenaire, voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a derrière cette dépendance affective? Donc, si c'est vraiment une dépendance affective sexo, je vais être en mode accompagnement avec une spécificité sexo. Et là, ça relève vraiment du sexo-corporel, c'est un accompagnement spécifique avec le champ émotionnel. Et si c'est quelque chose qui est plus en termes de confiance générale et que c'est de la fausse, entre guillemets, dépendance affective, là, je vais plus avoir un accompagnement sur les émotions, les états d'être, que la personne voit juste qu'en fait, elle pense être dépendante, mais en fait, non, le problème est complètement ailleurs. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment les deux... parce qu'il y a plein de pathologies, entre guillemets, vulgaires qu'on trouve comme ça, ou comme pervers narcissique. Pervers narcissique, c'est à la mode, c'est utilisé à toutes les sauces. Il y a les vrais, et c'est des vrais traitements, des vrais accompagnements, mais il y a aussi tout ce qu'on met derrière pervers narcissique. Et la dépendance affective, la jalousie, tout ça, souvent, c'est des mots qui sont vulgarisés et qu'on utilise. Et il n'y a pas forcément une problématique purement sexo derrière. Souvent, il y a autre chose. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc souvent, je débroussaille avant et je pars des petits bouts qui se sont éclaircis pour faire avancer la personne. Si je comprends bien, en fait, tu ne t'attaches pas au label avec lequel les gens y viennent, mais tu regardes ce que ça fait dans leur vie de façon pragmatique et tu pars de ça. Et comment ça se manifeste concrètement dans leur état d'être. Et encore une fois, enfin moi, dans mes formations, tout est basé vraiment sur l'observation et vraiment sur une lecture corporelle. C'est-à-dire que je pars vraiment de la posture, du comportement des gens, de tout ce qui est paraverbal, voilà, et je vais partir de là. En plus de ce qu'ils me disent, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc en fait, je pars vraiment de là et je me méfie vraiment des étiquettes, comme tu disais, Natacha, en fait. C'est que je me méfie d'étiquettes parce que souvent, c'est une étiquette Google ou de copains. C'est-à-dire, tu dois avoir ça, ou alors ils ont cherché et du coup, ils se sont diagnostiqués comme... Et déjà, je pense que c'est super important de dédramatiser ça parce que c'est pas forcément le gros symptôme qu'ils ont trouvé dans Google, quoi. Voilà. Et dans ta pratique, comment tu intègres la régulation émotionnelle concrètement dans tes accompagnements? Alors, j'ai envie de dire, elle est partout. elle est vraiment partout parce qu'on passe forcément par cette charnière-là. Et souvent, en fait, quand la personne arrive, quand on fait ce travail de débroussaillage, déjà, il y a des décharges émotionnelles, donc je vais m'en servir déjà là, à ce moment-là. Et en fonction, après, de ce qui va se passer, soit je vais partir en priorité sur de la régulation émotionnelle, parce que je dis, de toute façon, tant qu'il y a les blocages, on ne verra pas plus loin.
Donc, je vais prioriser par la régulation émotionnelle et après, du coup, la personne devient déjà beaucoup plus alignée, beaucoup plus rationnelle. Et avec la problématique qui reste, je vais travailler avec mes autres outils que je vais associer, mettre en parallèle, mélanger. Enfin, je fais un peu ma popote, quoi. Et c'est ça que je trouve absolument génial. Mais soit je pars comme ça, soit on va travailler plus sur des choses ciblées et ensuite on va travailler plus sur de l'émotionnel, sauf quand les personnes du coup m'appellent pour une problématique qui est vraiment une problématique de situation où ils étaient en blocage émotionnel et auquel cas là j'ai beaucoup plus de facilité d'accompagner par exemple par téléphone. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles savent, elles m'appellent, elles me disent voilà, là je suis bloquée et là on fait de la régulation par téléphone parce que ça va tout seul. Quand c'est vraiment un blocage émotionnel précis, en fait, là, par le téléphone, pour moi, c'est le plus simple et le plus efficace, vraiment. Est-ce que tu accompagnes des enfants tout de suite, en fait. Pardon ? Est-ce que tu accompagnes des enfants au cabinet ? Ça, moi, j'adore. J'adore parce que ce soit en hypnose, en EFT ou en régulation, les enfants, ils accrochent. Mais c'est un truc de dingue. Ils adorent ça et je trouve ça tellement... magique et tellement touchant de voir un gamin qui tout de suite reprend son pouvoir en fait. Je trouve ça juste génial parce qu'il n'y a pas tout le chichi Google justement. Il n'y a pas toutes les représentations psychiques qui sont à travailler comme l'adulte qui s'est fait tout un tas de trucs en mental. L'enfant, il vient, il a un problème, c'est brut. C'est voilà, j'ai un problème, aide-moi quoi. Et du coup, ils prennent les outils, ils foncent dans les outils et en fait, il repart et c'est vraiment ça, quoi. Après, quand j'accompagne aussi un peu en hypnose, après ils ont leur super pouvoir, ils partent avec ça, ils sont juste illuminés, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Alors, et là, par rapport à mes accompagnements, juste, je vais placer ça parce que je pense que c'est important. Je fais les accompagnements par visio. Et le visio, je trouve ça vraiment génial parce que ça n'empêche vraiment pas l'observation et tout ce travail-là. Et que je trouve que les personnes se sentent beaucoup plus en sécurité dans tout ce qui est accompagnement en manque de confiance ou les personnes qui ont peur de sortir. Et du coup, j'ai des personnes qui m'ont contactée par visio parce que ça faisait hyper longtemps qu'elles voulaient voir quelqu'un et que du coup, elles n'osaient pas ou qu'elles repoussaient tout le temps en fait, ou elles sont dans une espèce de procrastination. Et ça, je trouve ça vraiment génial, où les personnes bloquées. Par téléphone, tout ce qui est émotionnel. Et sinon, en cabinet, j'aime bien aussi. Pour l'instant, très temporairement, j'en aurai plus tout de suite, mais je reste par visio et par téléphone. Et l'idée, c'est de pouvoir mixer vraiment les trois types d'accompagnement. Et dans l'idéal, parce que je le faisais de manière très, très informelle jusqu'à maintenant, c'est de faire des interventions à l'extérieur et des formations que j'ai eu déjà l'occasion de faire, mais de manière très, très informelle. Et j'aimerais bien que ça prenne un petit peu plus de place à partir de maintenant parce que j'adore ça. Voilà. C'est un appel. Est-ce que tu accompagnes les couples ? De manière très indirecte, je ne suis pas identifiée comme ça. Ça ne s'est pas fait. Pour le moment, ça se dit pas, peut-être, peu importe. J'ai accompagné des couples, mais ça s'est fait comme ça, spontanément, de manière séparée. Où j'en ai un qui commence une démarche et j'ai l'autre qui vient me voir en parallèle. Et en fait, il s'est passé que la manière dont ça s'est passé de manière très hasardeuse, c'est eux qui ont fait cette demande-là. En fait, ça a suffi à faire ce qu'il y avait à faire, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Mais j'avais pas mis en place forcément d'accompagnement en couple jusqu'à maintenant. J'ai envie de dire parce que ça ne s'est pas présenté. Là, vu que tout de suite maintenant, j'aurai plus de cabinet, ça me semble un petit peu compliqué, mais dans un avenir, pourquoi pas, mais ce n'est pas ma priorité. D'accord. Avec le reste, déjà, je suis déjà bien, j'ai envie de dire. plus avec les enfants parents, quand je fais des consultations à plusieurs, plus que des couples. Voilà. Ok, bah dis-moi pour terminer, tu aurais un message à faire passer, quelque chose que tu as envie d'exprimer?
Ouais, qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide et à consulter, même quand on est pris dans des petits blocages, qu'on pense être des petits blocages, et qui en fait sont des choses qui sont des vraies écharpes dans le pied, quoi, ou des chaussures trop petites. Et je pense que c'est important de demander de l'aide à un moment et d'oser s'occuper de... Parce que émotion, je trouve que c'est devenu pareil, un mot qui est vulgarisé, un mot qui peut faire peur. Et en fait, il y a des personnes qui disent non, non, mais en fait, ça ne me concerne pas ou c'est pas moi, mais en même temps, je suis hyper angoissée. Je suis, bah, tu sais, quand tu es hyper angoissée, voilà. Et de ne pas avoir peur du mot émotion et du mot accompagnement, parce qu'en fait, c'est vraiment du pratico-pratique, c'est vraiment du concret, et on part vraiment de problématiques du quotidien. Donc, quelque part, quand vous êtes bloqué dans votre quotidien, quand il y a des choses qui limitent, qui bloquent ou qui vont simplement angoisser, ou faire vaciller un petit peu, et ben, allégez-vous, libérez-vous de ça et puis continuez votre route, quoi. Ou apprenez à le faire, quoi, pour être plus autonome avec ces variations émotionnelles qui sont les mouvements de la vie, en fait. Mais d'apprendre à surfer là-dessus, je pense qu'on gagne en puissance personnelle. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Ben, merci à vous, les drôles de dames. Merci. Merci beaucoup.